Avec nous pour le premier grand débat d'ALPL de cette année 2021, David Assouline, bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste de Paris, vice-président de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Anne Désine, bienvenue. Vous êtes professeur émérite de l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des questions politiques et juridiques américaines. Votre dernier ouvrage, le voici, Les États-Unis et la démocratie. Avec nous également, mais à distance, Hervé Rigaud, bienvenue. Vous êtes président de Netino, entreprise qui gère la modération des réseaux sociaux pour plusieurs grandes entreprises. Et puis Christophe Frassa est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes sénateur LR des Français établis hors de France. Vous êtes vice-président de la Commission des lois. Et vous étiez rapporteur de la loi dite Avia qui visait à lutter contre les contenus haineux sur Internet. Merci à tous les quatre d'être avec nous. David Assouline, est-ce qu'il faut laisser les GAFA censurer des comptes et précisément des comptes officiels de présidents? Écoutez, répondre comme ça, c'est... Non, on va être plus nuancé, je vous le promets, mais là, comme ça. Non, comme ça, si vous me posez la question, est-ce qu'il fallait suspendre le compte de Donald Trump, je dis oui, mais sans aucune hésitation. De la même façon que je pense qu'il faut interdire. Et il faut aussi donc supprimer les comptes, les tweets, les sites qui propagent la haine, raciste, antisémite, homophobe, sexiste, qui hébergent des fascistes et qui prônent la destruction de la démocratie et appellent à la violence pour cela. Donc pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, le vrai débat, c'est comment ? Et donc, la responsabilité d'hébergeurs, d'éditeurs, etc. C'est là que ça se complique d'ailleurs. La loi Avia qui était venue essayer d'apporter une réponse, mais que nous avons contestée. Tout cela peut se discuter, mais quand même, j'espère que personne ne va soutenir le fait que quelqu'un qui a incité à aller détruire la démocratie et empêcher un vote d'investiture du nouveau président, qui donc avait le pouvoir encore, puisqu'il paraissait incontrôlable, de s'adresser à 97 millions de followers pour aller encore plus loin, qu'on se dise est-ce qu'il fallait le laisser faire, me semble tout à fait lunaire par rapport à l'enjeu grave dont il s'agit. Alors c'est oui sans hésitation, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Anne Désine, les publications de Donald Trump présentait vraisemblablement un risque de trouble à l'ordre public. Fallait-il pour autant l'arrêter, le suspendre, le bannir de Twitter? Oui, la même chose, sans état d'âme. Ouais. Sans état d'âme à court terme, car il était dangereux depuis longtemps. Et Twitter et Facebook ont fait preuve d'une grande lâcheté. Ils ont privilégié les dollars et leur modèle économique, alors que beaucoup leur disaient que modérer, je ne parle pas de censurer, modérer un petit peu le président et ses 88 millions de suiveurs, c'était nécessaire. Donc là, ils ont attendu l'ultime minute. C'est une très bonne chose. C'est une bonne chose à court terme, mais effectivement, il faut se poser la question, car quelque part, ils ont le droit de le faire parce que le premier amendement qui garantit la liberté d'expression interdit au Congrès de porter atteinte à la liberté d'expression. Là, nous avons des entités de droit privé qui peuvent, à la limite, gérer comme elles veulent. Mais à terme, il faut bien se dire que ce n'est pas acceptable que des entités privées décident tranquillement dans leur coin qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler. Et c'est sur ce sujet de où seront les frontières, comment seront partagées les responsabilités entre le public et le privé, que vont porter les efforts tant en France qu'aux États-Unis. Ça ouvre un vrai débat, une censure à géométrie variable aussi. C'est ce que beaucoup de responsables politiques nous disent, à l'image de François-Xavier Bellamy sur Sud Radio. Il nous a dit ceci: il y a un parti pris idéologique extrêmement marqué. Le compte Twitter du Premier ministre de Malaisie, qui expliquait que les musulmans avaient le droit de tuer des millions de Français, est encore actif. Alors je précise qu'il n'est plus Premier ministre de Malaisie. Cet homme, Christophe Frassa, quel est votre point de vue? Il y a une censure à géométrie variable? Elle est totalement à géométrie variable, puisqu'en fait, ils se fondent uniquement sur les conditions générales d'utilisation, sur le CGU, et il ne faut pas oublier que c'est Mark Zuckerberg qui lui-même a expliqué qu'il fermait le compte Facebook. Et pour Twitter, c'est à la demande des employés de Twitter. Donc ce sont ceux qui sont censés faire la modération qui tout à coup disent « Ah ben non, finalement, on va fermer le compte de telle ou telle personne ». Je pense que c'est, comme l'a dit un des intervenants, je crois que c'est madame, c'est la lâcheté de ces plateformes qui est mise en avant et qui est surtout mise en lumière par la fermeture de ces comptes. Évidemment qu'ils ont attendu, comme par hasard, le jour où il a été
officiellement est déclaré perdant et que Joe Biden a été déclaré président des États-Unis. Ils auraient pu le faire, bien évidemment, plus tôt. Il aurait été peut-être préférable de le faire plus tôt, mais ils ont attendu le moment, le jour même où il était officiellement plus président des États-Unis. Et c'est là où on voit toute la lâcheté de ces plateformes. C'est, on peut dire, faible avec les forts et fort avec les faibles. Et c'est ça qui est, je crois, aujourd'hui au cœur de cette problématique. Et c'était un peu, pour faire une formule, Laetitia Avia en rêvait, Twitter et Facebook l'ont fait. Et on y viendra évidemment. Hervé Rigaud, pour terminer quand même ce tour de table, Twitter a-t-il eu raison de censurer ce compte? Alors on parle de Twitter, mais il y a aussi Facebook, effectivement. Qu'en pensez-vous? Je dirais que la limite, elle est toujours difficile pour ces plateformes à trouver. C'est ce que disait Madame. C'est toujours l'équilibre à trouver entre les intérêts individuels, pas individuels, mais en tout cas privés, et je dirais la force publique et la loi. Donc c'est toujours ce difficile équilibre qu'on a du mal à trouver d'ailleurs dans nos sociétés, que ce soit aux États-Unis, en Europe et en France, qui est en jeu là. On peut tous s'interroger, je dirais, sur le timing, mais je dirais dans le fond, je pense qu'on s'accorde tous à dire, en tout cas ici, que c'est une bonne décision, oui, sur le fond. David Assouline? Non, je suis étonné parce que je croyais que tout le monde était d'accord, mais mon collègue Frassa n'a pas répondu à cette question. Est-ce qu'il est d'accord, indépendamment de toutes les autres considérations que je partage et de la lâcheté, etc., que ce compte ait été supprimé et suspendu, etc. Christophe Frassa. Mais plus tôt, j'ai dit, ils ont attendu la dernière minute, au moment où il n'y avait plus de risque pour ces entreprises de fermer le compte du président, j'allais dire en exercice, parce qu'il n'est plus que pour 10 jours et que Joe Biden avait été officiellement déclaré président par le Congrès, le jour même où il était. Et c'est là où il y a toute la lâcheté de ces plateformes. D'accord, mais ils ont bien fait. Twitter a bien fait de bannir Donald Trump ou pas? Juste pour répondre à cette question, et on passe au chapitre suivant. Oui. Alors, est-ce que ils devaient le faire plus tôt, c'est ça? Oui. Ils ont attendu de ne plus rien risquer pour eux-mêmes. Alors, est-ce que du coup, c'est aux États de prendre la main? Régulation des États, c'est bel et bien une attente exprimée ce matin, notamment par Philippe Gély, dans l'édito du Figaro, que je vous invite à lire, en tout cas un extrait. Une régulation étatique et internationale s'impose, dit-il. Lorsqu'on s'abrite derrière la liberté d'expression et le droit à l'information, il faut assumer les devoirs qui vont avec. Joe Biden a annoncé son intention d'y mettre bon ordre, comme s'y emploient déjà les Européens, nous dit l'éditorialiste. Alors la France a bien fait une tentative de régulation au travers de cette loi Avia que vous avez déjà un peu évoquée, mais elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Et souvenez-vous des craintes exprimées ici même au Sénat, notamment par la voix de Bruno Retailleau, c'était il y a tout juste un an, souvenez-vous. Et on entend ces exhortations, il faut réguler les GAFAM, et qu'est-ce que vous nous proposez? Vous nous proposez de leur confier ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire la censure, de privatiser la censure. C'est-à-dire que vous leur demandez de nous réguler, de réguler une liberté publique qui est importante pour nous Français. Et cela ne va pas. Et vous la proposez, cette censure, non pas à des hommes ou à des femmes, mais à des robots, à des algorithmes, dont nous ne connaîtrons jamais les codes sources, mes chers collègues. Voilà le problème. Ce n'est pas la société de vigilance qu'on nous propose, c'est la société d'une surveillance généralisée. Et nous ne le voulons pas. David Assouline, il y avait un début de quelque chose avec cette loi Avia. Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est ce que dit Bruno Retailleau, c'est qu'on confiait là encore ce pouvoir aux GAFA. Vraiment, il y a beaucoup de confusion dans ce débat. En gros, il y a sur les réseaux sociaux du n'importe quoi et du n'importe quoi dangereux. Bien. La loi, aujourd'hui, les lois, parce que là, il s'agit des États-Unis, permettent de sanctionner et d'obliger n'importe quel éditeur, même s'il se dit hébergeur, quand il est diffuseur, d'agir. Sauf que les GAFA contournaient ce droit qui existe en France. On n'a pas le droit d'appeler à la haine, d'avoir des propos racistes, etc. Ils le contournaient parce que ça les arrange bien. Plus il y a de polémiques, plus il y a de clics. Et puis Donald Trump, il leur a rapporté beaucoup d'argent parce que, imaginez, plus de 90 millions de personnes qui suivent, ça génère de la publicité. Bon, donc, on était dans cette situation
Au lieu de dire que dans tous les domaines, parce que par ailleurs ils font de l'optimisation fiscale pour le moins, si ce n'est pire, ils ne payent pas leurs impôts tout simplement, etc. Qu'il y a un problème avec ces géants qui sont dans des situations de monopole dans leur domaine, qui s'étendent à tous les niveaux, de la production à la diffusion, au tuyau, ils détiennent tout et de façon verticale, et les États paraissent dépourvus, en tous les cas petits, même par rapport à la puissance financière de ces GAFA. Donc là, il y a un sujet, il faut les démanteler. C'est pas possible de continuer avec cela. Bien, donc ça c'est un sujet. Après, il y a le sujet, l'autre, la loi Avia, elle venait créer un délit. Mais ce délit, il existe. Donc en créant un nouveau délit, y compris dans les termes appelés à la haine, etc., et leur confier le fait de juger ce qui est haine, pas haine, sans vouloir, c'était un amendement que j'ai posé dès l'article 1, que ça excluait la presse. Ils n'ont pas voulu le mettre. Donc, on voyait que les libertés et la liberté d'expression pouvaient être mises en danger. Mais ça n'enlevait rien, et ça, moi, je l'avais répété à la tribune, au fait qu'on leur demande incessamment, constamment, d'appliquer la loi, de modérer, d'être plus transparents sur leurs algorithmes et d'enlever ces comptes-là. Imaginez, Samuel Paty a été tué, mais celui qui l'a tué, il a été signalé par la LICRA plusieurs mois avant. Donc, ce qu'on leur reprochait, c'est de ne pas faire. Maintenant, on ne va quand même pas leur reprocher d'avoir fait. C'est ça que je veux quand même poser par rapport à ce débat lunaire sur Trump ou pas Trump. Anne Désine. Oui, alors plusieurs choses. Moi, personnellement, je trouve qu'il faut quand même distinguer le démantèlement, donc l'aspect antitrust économique. Bien sûr, leur puissance leur donne une force de frappe et leur permet d'éviter de se trouver un petit peu à l'abri des actions des États pour réguler, justement. Mais quand même, ce qui nous importe, c'est de savoir que font les États. Et il y a certains des postes qui sont clairement en violation, une incitation à la violence, à l'insurrection, à la haine raciale. Donc il y a des textes de nature pénale qui permettent de sanctionner. Et là, il faut distinguer, je pense, entre la France et les États-Unis. En France, nous avions des armes juridiques, sauf qu'elles n'ont jamais été utilisées. Aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué parce que la loi de 1996, dans sa fameuse section 230, tout le monde va devenir spécialiste sur cette section 230, il faut se rendre compte, ça a été adopté il y a plus de 15 ans. Donc l'Internet, c'était encore l'Internet, le mythe idéal du libre marché, et tout le monde était gentil, et tout le monde était égal, et tout allait bien, et surtout, il ne fallait pas réguler. Bon, là, on s'est rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué, sauf qu'entre-temps, non seulement la section 230 a mis en place une impunité presque totale pour les réseaux sociaux, mais cette impunité est devenue totale en raison de l'interprétation de la Cour suprême. Ce qui fait que maintenant, un hébergeur, un Facebook, ne risque aucune responsabilité juridique s'il laisse en ligne quelque chose qu'il ignore ou quelque chose qu'il n'a pas envie de toucher ou quelque chose dont il est intimement conscient que c'est une violation de la loi, mais il décide de s'abriter derrière la section 230. Est-ce qu'on peut imaginer que Joe Biden y mette bon ordre, comme le dit l'édito du Figaro, ou pas? Alors c'est un peu plus compliqué parce que la solution la meilleure, ce serait d'abroger la section 230 parce qu'immédiatement, il y aurait une activité pour la remplacer par quelque chose. Si ce n'est que bon, d'abord, Joe Biden a beaucoup de travail, il a beaucoup de choses à faire et il n'est pas certain que la section 230 soit une priorité. Mais surtout, beaucoup de donateurs de la Silicon Valley donnent aux démocrates. Donc, l'intérêt bien compris des démocrates, c'est de ne pas trop embêter la Silicon Valley. Ce qui pourrait expliquer, pour moi, ce n'est pas la grande raison, c'est que Twitter et Facebook ont enfin compris qu'ils n'étaient pas des hébergeurs et qu'ils avaient une responsabilité politique plutôt que juridique de ne pas inciter à la violence. Mais une partie, c'est sans doute que les réseaux sociaux se sont dit ça serait peut-être bien d'amadouer les démocrates en montrant qu'on fait des efforts avant qu'ils abrogent entièrement la section 230. Hervé Rigaud, est-ce qu'une régulation étatique et internationale s'impose, comme on peut le lire dans l'édito du Figaro? Est-ce qu'on doit souhaiter que les États s'emparent du sujet et reprennent la main? Je crois que l'objectif, et le parcours qui doit être fait par tout le monde, que ce soit les plateformes ou les États, c'est d'aller vers une collaboration de plus en plus importante. Et on parle plutôt d'obligation de moyens, c'est ce qui est aujourd'hui en cours, et ce qui est peut-être d'ailleurs peut-être pas assez important aux yeux de nos politiques, mais c'est vrai que là on voit ce qui a été mis en place très récemment, à la fin du mois de décembre au niveau européen, c'est le Digital Service Act, qui
qui redéfinit et requalifie l'exception de responsabilité. Donc en fait, les plateformes sont à nouveau considérées comme pas responsables de ce qu'elles diffusent. Donc, et d'un côté, elles sont incitées à beaucoup plus collaborer avec les gens qui vont signaler et de réagir beaucoup plus vite. Donc on est un peu dans cet entre-deux. Mais en effet, je pense qu'il faut de plus en plus considérer les grosses plateformes comme des médias à part entière et aller vers cette régulation et cette concertation. Et je pense que il y aura peut-être un avant et un après par rapport à ce qu'a fait Mark Zuckerberg. Jusqu'à présent, il refusait de prendre la parole là-dessus et d'aller vers un acte fort. Aujourd'hui, on voit qu'il a défini une sorte de ligne jaune sur ce sujet-là, en disant il y a eu un appel à marcher sur le Capitole, et ça, c'est de fait sous le coup de la loi. Sous le coup de la loi américaine. Voilà. Donc l'issue, c'est une meilleure collaboration entre les États et les GAFA. Christophe Frassa, qu'en pensez-vous ? Je vous ai pas entendu, excusez-moi. Est-ce que l'issue à ce problème serait une meilleure collaboration, une concertation continue, régulière entre les États et les GAFA ? Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une réponse globale, c'est-à-dire pas une réponse comme la France a voulu le faire via la loi Avia, mais une réponse européenne. Et c'est ce qui est dans les tuyaux, si vous me permettez l'expression, aujourd'hui avec le Digital Service Act, c'est-à-dire une véritable réponse concertée de l'ensemble des États européens, parce que c'est à cette dimension-là que peut se jouer l'enjeu avec les GAFA et surtout les deux grandes plateformes aujourd'hui. C'est une collaboration, mais c'est aussi une meilleure régulation et une demande de mise en place des moyens. Et si vous le remarquez, aujourd'hui, ce qui survit dans la proposition de loi Avia, c'est tout ce qui concerne la mise en place des moyens sous le contrôle en France du CSA. C'est ce qui a survécu et c'est, je le rappelle, les apports qu'a fait le Sénat. Alors, quand bien même les États parviendraient à réguler ces réseaux sociaux, est-ce que, tel l'hydre, d'autres ne pourraient pas émerger dans la foulée et peut-être des réseaux sociaux encore moins regardants ? Connaissez-vous Parler, par exemple ? Parler, réseau social qui se positionne comme une alternative à Twitter, avec promesse de liberté d'expression, sans censure, sans prêt-à-penser. La plateforme est hors service depuis 24 heures, bloquée par les GAFA, toujours eux. Son fondateur s'exprimait justement hier sur Fox News et il a l'impression que son site est un bouc émissaire. Écoutez. They're trying to somehow responsible for the events that occurred on the 6th. To me, like an excuse to just basically eliminate free speech at a convenient time. Alors, on n'a pas eu la traduction, mais en gros, il nous disait que Parler était un bouc émissaire, un prétexte pour entraver la liberté d'expression. Les GAFA ont eu le pouvoir de bloquer ce site. Là encore, un pouvoir énorme de la part des GAFA de censurer un autre réseau social qui était en train de contourner l'autre réseau social. On ne va pas y arriver. David Assouline. Non, mais c'est une épreuve de force s'engage globalement avec les GAFAM et des modèles qui nous ont été présentés comme le summum de la liberté totale sur le net. Mais dans tous les domaines, on a ce problème. On se souvient des questions de piratage pour la musique, pour le cinéma aujourd'hui, etc., qui ont menacé l'économie même de la culture. Et à chaque fois, on a mis des espèces de petites digues face à une déferlante, toujours en retard. Un peu, c'est comme le gouvernement avec le coronavirus. Et parce qu'il faut aborder le problème globalement. Ceci dit, il y a un avant et un après ce qui s'est passé parce que jusqu'à présent, Twitter ou Facebook fuyaient leurs responsabilités en disant « nous sommes hébergeurs, neutres ». Bien, les gens y viennent, on n'est pas responsable de ce qu'ils disent. Un petit peu comme CNews fait avec Zemmour. Mais non, c'est toujours le même. Est-ce que je suis pour que le Zemmour, qui est enregistré une demi-heure avant, ne puisse pas propager la haine raciste alors qu'il a été condamné pour ? Oui, sans aucun doute, je le demande au CSA qu'il y ait des sanctions. Donc pareil pour Trump. Mais ce que je veux dire, c'est que l'avant et l'après, c'est que les GAFAM, parce qu'ils ont fait, ont reconnu qu'ils avaient une responsabilité, quelque part, de diffuseurs et d'éditeurs. Peut-être pas d'éditeurs, donc c'est un mais de diffuseurs.
Ah ben c'est un tournant, car ils nous ont toujours dit, ne nous embêtez pas avec ça, c'est pas nous, on n'est pas responsables. Ensuite, ils ont dit, mais on ne pourrait même pas modérer tout ça. Et si on veut le modérer de façon industrielle, alors c'est des algorithmes, etc. Bon, donc maintenant, ils ne pourront plus se défiler. Il y a un précédent. Et au lieu de dire, ah, de poids, de mesure, Trump, mais pas ce président malaisien, etc. Malaisien. Oui, ça y est, il faut y aller. Tous ces gens-là qui appellent au meurtre et à la haine, il faut qu'ils n'aient plus cette liberté on de voit diffusion. apparaître d'autres réseaux sociaux. Oui, alors ça a commencé tout de suite, parce que Facebook et Twitter ont fait les choses progressivement. Twitter mettait des panneaux en disant c'est mensonger, etc. Donc en fait, les fanatiques de Trump et Trump lui-même ont commencé à migrer plus à droite sur ce site Parler. Et là, je pense que les mots sont importants. Je ne dirais pas censure. Le fait que Amazon et les autres aient retiré Parler de leur boutique et retirer l'hébergement, c'est pas de la censure. La censure, de fait, il n'existe plus. Il est bloqué. On ne peut plus télécharger, on ne peut plus aller dessus. Les mots sont importants. Pour nous, la censure, c'est quand même quelque chose de terrible. C'est quelque chose... Par exemple, la Cour suprême interdit la censure a priori, et à juste titre. Bon, chez nous, ça s'exprime différemment, mais c'est la même idée. Donc, lorsque nous disons que Amazon, en refusant d'héberger Parler, fait de la censure, ça envoie un message négatif. Moi, je pense que finalement, enfin, comme disent les Américains, too little, too late, trop peu, trop tard, mais enfin, ils font le ménage. C'est plutôt ça, en disant, il y a des gens, il ne faut pas qu'on leur donne une tribune, parce que sinon, avoir retiré Twitter ne servira à rien, parce qu'ils vont tous se replier sur des sites, et en plus on ne les connaîtra pas, donc il va falloir repartir à zéro. Donc le fait qu'ils acceptent cette responsabilité, je pense que c'est important. Alors, il disait jusqu'ici, moi je suis d'accord, il y a beaucoup de boulot. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de boulot, mais quand même, lorsque la violation de la loi est aussi claire que pour un crime racial, une incitation à la violence ou à prendre d'assaut le Capitole pendant la procédure constitutionnelle de certification des votes, il n'y a pas photo, comme on dit. Il est clair qu'on peut retirer l'accès à la personne en question. Il ne l'aurait pas fait, on l'aurait reproché. Christophe Frassa, je ne sais pas si vous connaissiez, si vous aviez connaissance de ce réseau social Parler, qui a aussi ses adeptes en France. Pour contourner la censure de Twitter, beaucoup d'utilisateurs s'inscrivent sur le réseau social parler.com. Vous pouvez m'y retrouver, avait écrit Marion Maréchal sur son compte Twitter le 22 juillet dernier. Parler est d'ailleurs considéré comme le réseau social des extrêmes droites, des pro-Trump. Ce qu'on voit, c'est que finalement, même si vous régulez Twitter, d'autres réseaux sociaux apparaissent, Christophe Frassa. La parole est libre sur Internet. Oui, elle est libre, ça fait partie, j'allais dire, entre guillemets, du jeu. Et là, je regardais avant le début de l'émission, puisque Parler a été, j'allais dire, muselé, entre guillemets, des tas de gens sur Twitter donnent le nom d'un autre site, dont je ne vais pas faire la pub, vers lequel migrer, puisque pour l'instant, Parler est inaccessible. Donc, je veux dire, ça peut être sans fin, mais je rejoins tout à fait madame, ce n'est pas de la censure, c'est éviter d'aller sans cesse dans une course qui n'a pas de fin d'un réseau vers un autre. Et là, je pense que ce n'est pas de la censure, non, c'est empêcher que se crée une sorte, je veux dire, à l'instar du dark web, une sorte de messagerie ou de réseau social où se retrouve, j'allais dire, toute, la galaxie haineuse ou la galaxie des extrémistes. Parce que de toute façon, il faut bien, entre eux, qu'ils s'expriment, qu'ils se retrouvent, donc ils trouveront toujours, j'allais dire, la brèche, et c'est pas... Et ce n'est pas, j'allais dire, les GAFAM qui vont les empêcher, là, pour le coup. Sauf à noyauter, j'allais dire, toutes les plateformes universelles. Hervé Rigaud, quel est votre regard de modérateur, de spécialiste de la modération sur ces nouveaux réseaux sociaux, Parler et d'autres? Disons que la nature a horreur du vide, donc c'est ce qu'on vient de dire. C'est aussi le risque, à chaque fois que vous allez... réguler, et je ne fais pas la promotion de ne pas réguler, c'est mon métier de modérer, de créer des espaces sécurisés pour l'ensemble des utilisateurs des plateformes que l'on connaît tous derrière. Mais à chaque fois que vous allez stopper un groupe, soit un groupe privé, soit carrément une plateforme, je dirais très vite, va s'organiser dans une sorte de guérilla médiatique, et notamment aux États-Unis, où on est sur
ce qu'on appelle, vous connaissez mieux que moi, les faits alternatifs. Donc, il y a des communautés qui se créent sur ce type de discours et qui ont besoin, comme le disait monsieur, de s'exprimer. Donc, ça va être une course un petit peu effrénée. Mais c'est là où je parlais de collaboration avec les pouvoirs publics, puisqu'en fait, quel qu'il soit, que ce soit en Europe, aux États-Unis et en France, ça ne peut se faire que de façon concertée entre le privé et le public, où la loi, c'est la force de la loi. Donc il faut faire appliquer la loi. Quand on peut juger, signaler quelque chose qui est hors la loi, tout le monde doit appliquer la loi, y compris les plateformes. Mais ce sera toujours, je dirais, une sorte de course. Oui. Pour conclure, j'ai un peu cette crainte-là. Pour conclure, Anne Désine, en quelques secondes. Ce que peuvent faire les puissances publiques, c'est faire pression sur les plateformes pour qu'elles changent leurs algorithmes. Pour le moment, les plateformes récupèrent beaucoup d'argent parce que leurs algorithmes donnent la priorité aux mensonges, aux faits alternatifs, aux nouvelles violentes, aux théories du complot, etc. À partir du moment où on change les algorithmes, le problème s'approche d'une petite solution. Et on s'arrêtera sur cette ouverture, sur cette piste possible pour la suite de ce débat. Merci infiniment, en tout cas, à tous.